très heureux de vous accueillir pour cette 15e édition de Financium, notre grand congrès annuel, placé cette année sous le thème « Au cœur de la transformation, la direction financière, aujourd'hui et demain ». Je vais être très bref pour laisser très vite la parole à notre invité prestigieux. Il y a 2 ans, nous avions, vous en souvenez, le plaisir d'accueillir le ministre de l'économie à l'époque, M. Emmanuel Macron, dans ce salon qui s'appelle Salon Élysée. Je lui avais dit à l'époque que c'était peut-être prémonitoire. Finalement, ça s'est concrétisé. Cette année, nous avons un invité que je qualifierais d'exceptionnel. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation. Monsieur le ministre, coutume est de dire qu'on est heureux d'accueillir un invité de votre qualité. Cette année particulièrement, je voudrais insister sur le fait que ça n'est pas un langage de convenance, mais un langage de sincérité. Un langage de sincérité pour au moins 2 raisons essentielles. La première, c'est que l'éducation est aujourd'hui un enjeu majeur. On sait que la France ne brille pas aujourd'hui dans les classements. L'éducation a été un peu victime, il faut le dire, parfois de tests ou de changements incessants. Et pourtant, c'est absolument essentiel. L'éducation, c'est notre arme de compétition massive dans un monde qui change vite et qui va continuer de changer. Il faut non seulement apprendre, mais aussi apprendre à apprendre. L'éducation, c'est aussi le moteur essentiel de notre ascenseur social qui ne fonctionne pas très bien, alors que c'est un enjeu clé de cohésion sociale. Enfin, l'éducation permet de lutter contre les intégrismes, tous les intégrismes, et vous savez qu'aujourd'hui, c'est un véritable enjeu pour notre société. La DFCG, vous le savez, est très engagée en matière d'éducation. Nous avons créé, il y a quelques années, une fondation destinée à aider les jeunes qui ont envie de poursuivre des études dans nos métiers, mais qui n'en ont pas les moyens de pouvoir le faire. Nous sommes également présents dans les programmes académiques, puisque nous avons contribué à monter avec des universités, avec des écoles, des masters, notamment en contrôle de gestion ou dans d'autres domaines. Nous sommes présents également avec une offre d'adhésion particulière DFCG étudiants qui permet à des étudiants de rencontrer des professionnels de leur futur métier. Et quand on était jeune, on a tous rêvé de pouvoir rencontrer des directeurs financiers, participer également à nos événements. Et nous remettons par exemple tous les ans le prix du meilleur mémoire de contrôle de gestion, avec, je dois dire, parfois des ouvrages d'une qualité étonnante. Mais je suis également particulièrement content, Monsieur le ministre, de vous accueillir aujourd'hui parce que vous contribuez, ce gouvernement contribue à reconstruire le lien entre les citoyens et le monde politique. Et je pense que c'est quelque chose d'essentiel dans une démocratie. Si ce lien n'est pas établi, si la confiance n'est pas là, eh bien c'est la rue qui parle et la démocratie ne peut pas s'exprimer comme elle le devrait. Vous faites partie de cette nouvelle génération de ministres, avec la ministre du Travail, qui connaissait parfaitement votre domaine. Vous n'êtes pas passé par les anciens combattants, l'agriculture ou que sais-je encore. Et donc vous avez une compétence indiscutable dans votre secteur. Et je crois que c'est extrêmement encourageant. Mesdames et messieurs, chers amis, nous accueillons Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces mots qui me touchent. Je suis évidemment très heureux d'être devant vous ce matin et je remercie aussi Philippe Manière de me l'avoir proposé. J'étais devant vous il y a quelques années lorsque j'étais dans d'autres fonctions à la direction d'une école qui est très attentive aussi à cette promotion sociale dont vous avez parlé. Et bien entendu, pour moi, c'est tout à fait un bonheur d'être devant vous pour finalement traiter le sujet qui est le vôtre aujourd'hui et qui me va bien, même si en première analyse, on pourrait croire que nos univers sont éloignés. Et en réalité, vous le savez bien et vous l'avez rappelé, ils sont proches, qui est celui de la transformation. Et la question de la transformation est évidemment la question qui est posée à tout ministre de l'Éducation nationale, puisqu'on a l'habitude de considérer que nous sommes un petit peu grands. Parfois, on utilise l'expression d'un pachyderme préhistorique pour qualifier la maison. Et je n'utilise jamais le mot. Je préfère sur ce point et seulement sur ce point la périphrase, tout simplement parce que ce mot nous a fait du tort et parce que justement j'essaye d'enclencher un cercle vertueux de la transformation qui suppose une certaine auto-estime de l'institution.
Emmanuel Macron a eu une phrase qui a souvent été mal comprise, d'autant plus qu'elle a été coupée, lorsqu'il a dit une fois dans une conférence de presse, il y a quelques semaines, la France ne peut pas se réformer. Et là, vous avez eu la coupure. Elle doit se transformer. Et c'est évidemment une phrase avec beaucoup de portée et qui s'applique très bien à ce que j'ai à faire au ministère. D'ailleurs, la première chose que j'ai dite en arrivant au ministère, c'est je ne ferai pas de loi, je ne ferai pas un nouveau changement des programmes, je ferai une transformation de ce ministère. Parce que le paradoxe que j'ai à traiter, et c'est encore le cas évidemment aujourd'hui, c'est que nous avons à la fois, et vous l'avez dit, des acteurs, c'est-à-dire les professeurs, les personnels, et je dirais même la société française, qui sont là des changements incessants. Et en même temps, les mêmes acteurs savent bien que nous sommes au bout de certaines logiques et qu'il faut donc une transformation. Comment réussir à faire la transformation sans pour autant faire la énième réforme qui fatiguera tout le monde et peut-être même sera celle qui achèvera d'épuiser l'ensemble du système. C'est un petit peu l'équation devant laquelle j'ai été, devant laquelle je suis encore, et que j'ai décidé de résoudre à ma façon, mais qui me paraît d'une certaine façon la seule, et je suis évidemment ouvert à toute autre formule que quelqu'un me présenterait, et qui est d'arriver à opérer la transformation en recherchant des effets de levier sur un certain nombre de sujets et surtout en responsabilisant les acteurs, en faisant en sorte, non pas qu'il y ait un ministre avec une baguette magique et la réforme magique, mais 1 million d'acteurs avec 12 millions d'élèves qui réussissent à transformer le système parce qu'on leur en aura donné le pouvoir. C'est la logique dans laquelle je suis, qui passe évidemment par toute une série de choses, mais qui passe notamment par un mot-clé qui est au cœur de l'expression même de transformation. Et ce mot-clé, vous l'avez utilisé aussi, c'est celui de confiance. Celui que j'utilise en permanence, c'est celui de confiance, c'est-à-dire je parle d'une école de la confiance, puisque mon diagnostic, c'est de considérer que nous ne sommes pas suffisamment aujourd'hui en France, surtout hier en France, une société de confiance. Évidemment, en tant que membre de ce gouvernement, j'ai plaisir à souligner qu'à mes yeux, depuis 8 mois, nous sommes un peu plus dans une société de confiance. Et quand je fais un pas de côté et que je vais à l'étranger, je vois que nous sommes devenus beaucoup plus une société de confiance parce que le monde entier regarde la France avec une certaine confiance dans un monde qui ne va pas très bien et où ce qui se passe en France depuis quelques mois semble indiquer que tout est possible quand on utilise les bonnes méthodes et qu'on arrive avec le bon état d'esprit. C'est en tout cas ma conviction, mais je la vois partagée par beaucoup d'observateurs étrangers. Et donc, nous ne sommes tout de même pas encore aujourd'hui suffisamment transformés. Nous ne sommes pas suffisamment une société de confiance. Nous devons recréer ce lien de confiance et le faire rejaillir sur l'école pour que la société ait confiance en son école. J'ai observé beaucoup de systèmes étrangers, beaucoup de systèmes où l'école va mieux qu'en France. Et c'est malheureusement d'actualité aujourd'hui, puisque vous y avez fait allusion. Nous aurons tout à l'heure les résultats de l'enquête Pearls qui mesure le niveau des élèves de CM1 dans de nombreux pays du monde. Et la France se dégrade. Je ferai une conférence de presse en fin de matinée où j'expliquerai ma stratégie pour le rebond français en la matière. Mais il y a donc, année après année, des chiffres de ce type qui tombent et qui nous montrent que nous n'avons pas assez confiance en nous-mêmes et que les sociétés qui réussissent, les systèmes scolaires qui réussissent, sont des systèmes où l'ingrédient qui fait la différence avec nous, c'est l'ingrédient de la confiance, c'est-à-dire beaucoup plus que n'importe quelle mesure technique dont je pourrais vous parler. Autrement dit, c'est des sociétés qui ont confiance en leur école, comme la France a eu confiance en son école à certaines époques de son histoire, pas si ancienne, et des écoles qui elles-mêmes produisent de la confiance, notamment de la confiance des acteurs et à la fin de la confiance des élèves en eux-mêmes. Et donc, ce que je cherche à produire depuis 6 mois, et qui va passer à une nouvelle étape aujourd'hui, en fin de matinée, et ce soir, au journal de 20h de France 2, si vous êtes devant vos télévisions, c'est cette école de la confiance, une école de la confiance qui suppose, à mes yeux, 3 choses, et c'est sur ces 3 choses que je voudrais insister ce matin. Si on veut produire de la confiance, il y a d'abord, j'utiliserai 3 verbes pour le dire, il faut d'abord montrer, il faut d'abord donner l'exemple de la confiance. Ça paraît une évidence, mais c'est néanmoins le premier point, la première pierre. En arrivant, comme je viens de vous le dire, ma première chose a été de parler d'école de la confiance
Et mon premier acte a été de réunir les cadres, les recteurs, les inspecteurs d'académie. Et je leur ai dit, alors même que quand il y a une alternance politique, il y a toujours un petit peu de crainte et un certain manque de confiance, y compris de manque de confiance en soi, là, j'ai dit, je vous fais confiance. Je vous donne ma confiance. Je vous fais ma confiance a priori. Bien sûr, méritez-la, mais je vous fais confiance. Et je vous demande à votre tour de faire confiance. Faites confiance au chef d'établissement. Demandez au chef d'établissement de faire confiance aux professeurs. Dites aux professeurs de faire confiance aux familles et aux familles de faire confiance aux professeurs. Et à leur tour, demandez aux élèves de respecter les professeurs et de leur faire confiance. Et créer ce cercle vertueux de la confiance. Et ce point-là, à mes yeux, est décisif et j'essaye de le démontrer au quotidien dans ma manière tout simplement de gérer ceux qui sont autour de moi. Puisque nous devons créer, évidemment, un cercle vertueux de la confiance. Quand on a une structure de plus d'1 million de personnes, c'est à mes yeux la seule méthode. Et donc, montrer et démontrer de la confiance est essentiel. Le deuxième verbe qui me paraît fondamental aussi, c'est objectiver. Pour créer de la confiance, il faut que chacun comprenne non seulement un cap qui est un sens. Dans le cas de l'éducation nationale, ce sens est assez évident, mais nous avons à le définir, et je l'ai défini. L'école transmet des savoirs et elle transmet des valeurs. On peut avoir des débats qui durent des dizaines d'heures sur la mission de l'école, mais à la fin, ça peut se résumer à ça. On transmet des savoirs et on transmet des valeurs. Et si on transmet des savoirs et des valeurs, eh bien il faut, pour réussir cela, ce que nous ne réussissons pas suffisamment aujourd'hui, pour réussir cela, il faut le faire selon des approches qui sont objectivées, c'est-à-dire pas seulement parce que je me suis levé ce matin et que j'ai pensé que telle idée était bonne, mais parce qu'il y a des choses qui sont démontrées. Et là, votre fibre scientifique, votre fibre mathématique doit normalement vibrer à cette évocation, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire avancer l'éducation nationale au doigt mouillé, mais réellement en ayant une approche objectivée. Et pour ça, mon approche repose sur 3 piliers que j'ai exposés dans des livres précédemment et que j'ai travaillés. Ces 3 piliers sont, d'une part, l'expérience, qui se prolonge aussi en expérimentation, c'est-à-dire notre capacité à innover, notre capacité à tirer des leçons de ce qui s'est passé et à évaluer ce qui s'est passé à partir d'expérimentations réussies. De ce point de vue-là, il se passe en France des choses extrêmement intéressantes. Nous ne devons jamais faire un tableau totalement noir ou gris de ce qui se passe. Il y a évidemment des écoles, des établissements qui vont bien, et leur expérience ou leurs expérimentations doivent évidemment nous inspirer pour des politiques plus générales, sur la base d'évaluations les plus objectives possibles. Et c'est cette dimension-là qui doit nous permettre d'avancer et de ne pas être toujours dans des débats circulaires sur l'éducation, parce que parfois on a l'impression que c'est toujours le même débat, mais au contraire dans un débat linéaire, quelque chose qui avance dialectiquement, qui avance à la lumière des essais, des erreurs et surtout des réussites que nous avons pu avoir depuis de nombreuses années. Le deuxième pilier, c'est la science. La science évolue et là aussi la situation n'est pas circulaire, elle est linéaire. De même que dans vos métiers, dans vos entreprises, vous n'êtes absolument pas dans une situation circulaire, vous ne revivez pas les mêmes débats que dans les années 60 et même pas les mêmes débats que l'année dernière. Il est évident que l'éducation nationale ne saurait s'extraire de cette logique, et qui est d'ailleurs une logique de progrès, une logique d'évolution. Or, les sciences évoluent. Il y a des sciences auxquelles je fais tout particulièrement référence en disant cela, et c'est notamment les sciences cognitives. Puisqu'on pense très souvent aux différentes révolutions technologiques de notre époque. Je parle évidemment notamment des différentes révolutions numériques. Mais au-delà de ces révolutions numériques qui sont importantes, mais qui relèvent des moyens, des leviers, il y a une révolution scientifique qui, elle, surpasse l'ensemble parce qu'elle porte sur le continent inexploré que nous portons en nous-mêmes, c'est-à-dire notre cerveau. Depuis quelques années, nous en savons beaucoup plus sur le cerveau humain que ce que nous savions auparavant. Et un ministre de l'Éducation nationale serait fou de ne pas considérer ces nouvelles connaissances que nous avons sur les méthodes d'apprentissage. Et le message des sciences cognitives aujourd'hui, on peut le résumer en un message d'optimisme. Le message des sciences cognitives, c'est un message d'optimisme sur l'être humain. Je dis ça le jour de la mort de Jean d'Ormesson, qui était un grand optimiste, que j'admirais beaucoup pour cela, parce qu'en France, on fait souvent plus sérieux quand on est pessimiste. J'aimais chez Jean d'Ormesson le fait qu'il soit, je crois, pris au sérieux, en étant optimiste et en soulignant ce que la vie a de beau.
Est-ce que la France a de beau? Eh bien, les sciences cognitives, elles nous donnent un message optimiste aussi, et un message optimiste sur l'homme. Elles nous disent, là où Rousseau pouvait nous dire l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt, message optimiste sur l'homme, mais pessimiste sur la société, ou ceux en face, derrière Hobbes et quelques autres, qui pouvaient nous dire l'homme n'est mauvais et la société doit faire tout ce qu'elle peut pour contenir cette méchanceté. Eh bien, les sciences cognitives nous disent l'homme naît avec un potentiel fantastique, et si la société sait stimuler ce potentiel, alors tout est possible. Et c'est vrai aussi bien sur le plan des connaissances que sur le plan de l'empathie, sur le plan de la sociabilité. Et c'est pourquoi nous savons très bien ce que nous savions déjà intuitivement auparavant, c'est-à-dire nous savons très bien que les premières années sont décisives. C'est pour ça que je suis d'abord et avant tout le ministre de l'école maternelle, du cours préparatoire et du CE1, parce que si nous réussissons déjà ces premières années, eh bien vous aurez dans 25 ans de très grands contrôleurs de gestion et directeurs financiers, que vous avez déjà de toute façon, mais en tout cas sur des bases qui vous rassureront. Eh bien, cette nécessité de prendre en compte ce que nous savons sur les mécanismes d'apprentissage, c'est aussi une façon de réconcilier tradition et modernité. C'est aussi l'occasion de revenir à la grande question des savoirs fondamentaux, qui est absolument essentielle, et les sciences cognitives nous disent beaucoup de choses sur ce point, et finalement nous permettent de les définir plus que jamais comme l'accès à l'accès, autrement dit ce que vous devez à tout prix avoir pour pouvoir accéder au reste. C'est pourquoi je n'ai jamais eu peur d'apparaître comme classique en défendant lire, écrire, compter, respecter autrui comme étant les grands objectifs de l'école primaire. Et je n'ai aucune peur d'apparaître comme classique, ce qui est parfois vu comme péjoratif dans notre pays, parce que tout simplement je le fais à la lumière de données de progrès, et que c'est les vraies conditions du progrès, et notamment du progrès social. Parce que si on ne fait pas ça pour les élèves les plus défavorisés socialement, alors la fragilité pédagogique renforce la fragilité sociale, et c'est malheureusement en réalité ce que nous avons vécu depuis un certain nombre d'années et qui fait que les inégalités sociales se sont accrues. Parce que la première des inégalités sociales, c'est l'inégalité devant le langage. C'est une inégalité qui existe déjà entre les enfants de 3 ans quand ils rentrent à l'école maternelle, parce qu'entre 2 enfants, vous pouvez avoir une différence de 1 à 5 en matière de capital de vocabulaire. Et donc l'école maternelle est là pour venir compenser cela en donnant du langage aux enfants, un langage riche qui permet ensuite, en rentrant au cours préparatoire, eh bien de profiter, de réussir cette entrée dans les apprentissages, d'où, et je vais y revenir dans un instant, l'importance de la mesure que l'on a prise sur le dédoublement des classes de cours préparatoires. Et puis, le troisième pilier, après l'expérience et la science, eh bien, ce troisième pilier, c'est la comparaison internationale. Parce que ce qui me frappe souvent aussi dans ce débat public français sur l'éducation, c'est à quel point il se déroule portes et fenêtres fermées. Et c'est aussi ça qui fait qu'il est souvent circulaire, parce que nous faisons comme si les autres n'existaient pas, comme s'il ne se passait pas des choses intéressantes ailleurs. Et c'est comme ça que nous sommes en train, et c'est en train de cesser heureusement, mais nous ne le voyons pas encore, je pense, mais c'est comme ça que nous sommes en train d'être distancés par d'autres pays. Et l'enquête Pearls d'aujourd'hui va malheureusement encore nous le dire. Eh bien, si nous voulons avancer, nous devons regarder ce qui se passe dans le reste du monde. Je prendrai un seul exemple, mais qui a été beaucoup cité ces derniers temps, et même le magazine Le Point en a fait un numéro supplémentaire pour l'illustrer, c'est la méthode de mathématiques de Singapour. Singapour a fait d'une certaine façon ce que j'ai dit précédemment. Ils ont fait des expériences, ils ont fait de la comparaison internationale et ils se sont intéressés aux mécanismes d'apprentissage. Et ils ont élaboré le plus scientifiquement possible une méthode d'apprentissage des mathématiques. Et aujourd'hui, ils sont les premiers en maths au monde. Nous, la France, nous sommes une immense nation des mathématiques. On peut se considérer même peut-être comme la première ou des 2 ou 3 premières nations de mathématiques, parce que nous avons une magnifique histoire de mathématiciens et parce que nous avons encore de l'excellence mathématique avec des médailles Fields. Nous sommes, avec les Russes, les premiers en la matière. Mais ceci n'est pas un capital acquis pour toujours. Ceci s'entretient. Et ceci s'entretient avec quelque chose qui doit être en arrière-plan de toute éducation dès la prime enfance, qui est un mot que je vais essayer de remettre à l'honneur ces prochains temps, parce que c'est un mot qui est au soubassement de la plupart des enjeux que je viens d'évoquer. Ce mot en grec, il est fondateur de la philosophie, c'est le logos, et en français, c'est la logique. L'autre jour, j'étais devant des jeunes élèves d'école primaire qui apprenaient à coder, avec des logiciels maintenant qui sont extrêmement bien faits, extrêmement
agréables à utiliser. Et je les voyais travailler et j'ai réalisé à quel point le travail qu'ils étaient en train de faire était totalement apparenté à la grammaire de phrase, ce que autrefois on appelait l'analyse logique. Grammaire de phrase qui est malheureusement un peu tombée en désuétude, qui pourtant donne un soubassement logique à l'expression orale et à l'expression écrite fondamentale. Et c'est d'ailleurs au travers de cela qu'on comprend les parentés qui peuvent exister entre le langage et les mathématiques. Et donc le lire, écrire, compter, respecter autrui, en réalité, il fait un tout. Parce qu'on ne doit pas oublier que le respecter autrui, c'est-à-dire la vie en société, que vous avez évoqué aussi, il repose aussi sur une capacité critique, sur une capacité à douter, sur une capacité à comprendre les autres, sur l'empathie, et donc sur une certaine rationalité de la relation à l'autre qui va de pair avec l'affectivité. Et donc cette importance de la logique est décisive et elle est évidemment en arrière-plan de nos améliorations futures en mathématiques. Donc vous le voyez, 3 grands piliers décisifs si on veut objectiver. Il y a le pilier de l'expérience, le pilier des sciences et le pilier de la comparaison internationale. L'exemple de Singapour n'est qu'un exemple parmi d'autres. Je pourrais citer le Québec, je pourrais citer plusieurs pays scandinaves, je pourrais citer bien des pays qui sont intéressants, souvent d'ailleurs sur un point. En ce moment, nous regardons beaucoup l'Italie, qui n'apparaît pas comme un exemple en elle-même sur l'ensemble de son système éducatif, mais sur certains points, elle est extrêmement intéressante. Donc c'est cette capacité à comparer qui est aussi décisive et qui nous ouvre tout simplement l'esprit. Donc nous devons, pour créer cette confiance, on doit montrer, on doit objectiver, c'est-à-dire on doit démontrer quelque chose, on doit être logique, on doit expliquer, on doit entraîner 1 million de personnes, 12 millions d'élèves et leurs parents, autrement dit la société française, pour être convaincus qu'une bonne direction est prise, et ceci est absolument décisif. Et puis le troisième élément, celui qui permet d'entraîner définitivement la confiance, à mes yeux, c'est concrétiser. Concrétiser, c'est montrer que tout ceci ne correspond pas simplement à de belles paroles, mais qu'on arrive en effet à transformer avec des résultats à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est un des sujets difficiles, évidemment, avec le sujet difficile que j'ai évoqué en commençant, c'est-à-dire comment changer quand tout le monde est épuisé par le changement. Et ce sujet difficile, c'est le fait que l'éducation est, par définition, un sujet de long terme. Et par définition, un sujet qui suppose qu'on ne tire pas la plante pour la faire pousser, mais qu'on doit l'arroser. Et en même temps, quand vous voyez un jour comme aujourd'hui, où on a des résultats mauvais d'une enquête internationale, qui évidemment correspond au passé, mon rôle, c'est aussi de faire que le moral des troupes n'en soit pas affecté, de faire que nous avancions, parce que nous serons tous conscients que ceci reflète le passé, mais que justement les mesures que nous sommes en train de prendre sont faites pour affronter ce passé. Et pour cela, on doit avoir, je vais utiliser des victoires rapides. C'est un mot anglais qui me venait, mais des victoires rapides. Après tout, c'est pas moins beau à entendre que quick win, et c'est même, à mon avis, plus joli. Donc des victoires rapides. Et donc, des victoires rapides, eh bien, nous en avons eu quelques-unes depuis le mois de mai dernier. Ce qui était décisif à mes yeux, c'était de réussir la rentrée scolaire avec des victoires rapides, autrement dit, des premières concrétisations qui illustrent ce que nous voulons faire. Je vais les citer rapidement pour respecter mon temps de parole. Mais la première, la plus importante, ça a été la division par 2 des classes de cours préparatoires en réseau d'éducation prioritaire renforcé, qui continuera l'année prochaine dans tous les cours préparatoires de tous les réseaux d'éducation prioritaire et dans tous les CE1 aussi de l'éducation prioritaire renforcée, puis de l'éducation prioritaire. Cette mesure, c'est la pointe avancée d'une politique générale de l'école primaire. C'est une pointe avancée décisive parce que lorsqu'on dit que 20% des enfants sortent de l'école primaire sans savoir bien lire, écrire, compter, en réalité, l'essentiel, une bonne partie de ces 20% se concentre dans l'éducation prioritaire. Et donc, nous avons donné là un signal très important pour ces territoires où nous devons absolument tirer les choses vers le haut. Et nous l'avons fait alors même que, si vous reportez à la presse du mois de juin et du mois de juillet, tout le monde disait que beaucoup de gens disaient que c'était impossible de le faire dans ces délais-là. Eh bien, nous l'avons fait dans 100% des cas. Dans 85% des cas, on a été capable de diviser les classes par 2. Et on l'a fait avec l'aide des mairies, quelle que soit leur couleur politique, ce qui, au passage, a bien démontré que la France est capable parfois d'être unie sur des sujets fondamentaux. Nous sommes au début du mois de décembre aujourd'hui, 3 mois après la rentrée,
Il est trop tôt pour avoir les premières évaluations scientifiques, mais cette mesure, on l'a prise sur la base d'études nationales et internationales qui nous disaient que c'était ça qu'il fallait faire si on voulait faire progresser réellement de manière volontariste l'école primaire dans les territoires les plus difficiles. C'est donc pour cela qu'on l'a fait. Les premiers témoignages sont excellents. Et surtout, d'un point de vue psychologique, on a déjà une première victoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez dans ces écoles, et d'ailleurs, si vous en avez l'occasion, faites-le, vous avez tout simplement une transformation de l'état d'esprit. Pas seulement dans la classe concernée, pas seulement pour les professeurs concernés, pas seulement pour les parents d'élèves concernés, mais pour l'ensemble de l'école et son environnement. Et c'est donc un effet de souffle qui est extrêmement important et qui, bien entendu, on doit prolonger. Un deuxième exemple, très rapide, devoir fait, cette idée-là aussi qui nous permet de dépasser un clivage classique entre ceux qui disaient les devoirs, il en faut parce que c'est ça qui permet à l'élève de se développer tout simplement et développer son autonomie, sa capacité de travail. Ils avaient raison, j'en faisais partie. Ceux qui disaient en face, il ne faut pas des devoirs à la maison parce que ça renforce les inégalités, parce que les conditions familiales sont différentes d'un enfant à l'autre. Et ils avaient évidemment raison, et j'en faisais partie. Eh bien, aujourd'hui, nous avons dépassé ce clivage, et aujourd'hui, nous disons oui, il doit y avoir des devoirs, parce qu'il faut de l'exigence, il faut tirer le système vers le haut. Mais oui, ça doit être possible, chaque fois qu'une famille le demande, que ces devoirs soient faits dans le collège. Et c'est depuis la rentrée des vacances de la Toussaint une réalité dans les 7100 collèges de France. Et c'est là aussi quelque chose de très important. Il y aura toujours des forces du scepticisme. Il y aura toujours des forces pour vous dire « Ah, mais dans tel collège, ça ne se passe pas exactement comme vous l'avez dit ». Il y aura toujours des gens pour dire, après vous avoir dit sur 14 mesures que ça n'était pas possible, et malgré tout, voyant qu'on l'a fait, de vous dire que la 15e, ça ne va pas être possible non plus. Eh bien, on est en train de leur donner tort. On est en train de leur dire que ce pays peut avoir confiance en lui-même. On est en train de leur dire que ce qui compte aussi, c'est de se prendre en main, c'est de donner plus de liberté aux acteurs, que ça passe par un état d'esprit de confiance, qui est aussi un état d'esprit de responsabilité. C'est ce qu'on est en train de faire aussi sur notre gestion des ressources humaines, sur l'évolution des projets éducatifs, école par école, collège par collège, lycée par lycée. C'est ce qui va inspirer nos réformes importantes en matière d'apprentissage, d'enseignement professionnel, de baccalauréat, d'accès à l'enseignement supérieur, qui sont 4 réformes totalement interconnectées. C'est donc tout un état d'esprit. Il va bien falloir 5 ans pour réaliser cela, mais mon but, c'est aussi d'enclencher dès maintenant la confiance dans cet avenir. Merci beaucoup.